François Mitterrand en Aquitaine, le chef de l'État a rencontré des personnalités de l'opposition et il lance un appel au rassemblement. Réaction très vive des syndicats de police après la mort d'un de leurs collègues abattu ce matin en essayant d'arrêter des voleurs de voitures. Les prix ont augmenté de 0,5% le mois dernier, c'est un chiffre provisoire qui porterait l'inflation dans notre pays à 7,1% sur les 12 derniers mois. C'est un poète tchécoslovaque, Jaroslav Seifert, qui est couronné par le prix Nobel de littérature 84. Le nouveau lauréat est aussi connu pour son combat en faveur de la liberté d'expression. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est maintenant devenu presque une tradition. Chaque voyage en province du chef de l'État est l'occasion pour lui de développer un ou plusieurs grands thèmes du moment. Le voyage qui a entamé aujourd'hui François Mitterrand en Aquitaine, c'est d'ailleurs le 8e depuis le début du septennat, ce voyage ne manque pas à la règle. Et alors que demain, M. Mitterrand évoquera très probablement au Pays Basque le problème de l'autorité de l'État, cette première journée était quant à elle placée sous le signe du dialogue et du rassemblement, des thèmes en plein dans l'actualité, alors que les deux mots-clés de la politique française ont été ces derniers jours la décrispation et la cohabitation. Le résumé de cette journée avec l'un de nos envoyés spéciaux, Bernard Pradino. Première rencontre ce matin entre le chef de l'État et une personnalité de l'opposition. La rencontre avec le maire de Périgueux, M. Yves Guénard. Premier dialogue. Dans la journée, M. Mitterrand rencontrera M. François Poncet, lui aussi ancien ministre, et tout à l'heure M. Chaban-Delmas à Bordeaux. Pour le président de la République, le dialogue est nécessaire pour le bien de la France. Comparaison avec le rugby, nous jouons dans deux équipes différentes, mais sur le même terrain. Dialogue sans concession, mais on peut être à l'unisson, dit M. Mitterrand, quand il faut l'emporter sur la crise. Le président définit aussi son rôle, celui d'un arbitre au-dessus de la mêlée, qui doit calmer les passions si la communauté se déchire sur tel ou tel problème important. Et le dialogue après 86, si la majorité change à l'Assemblée? Le chef de l'État y fait allusion avec une métaphore de cinéphile. Il ne s'agit pas, j'imagine, à Agen, de préfigurer les lignes de force de ce que seront les majorités, les oppositions politiques en 1986 et plus tard. En tout cas, ce n'est pas mon propos. Je pense que les Français auront le temps de réfléchir. Ils ne paraissent pas ravis par le film auquel ils assistent aujourd'hui, reconnaissons-le. Quant à l'autre film qu'on leur propose, ils l'ont déjà vu, il n'était pas fameux. Ah, voilà la difficulté. Est-ce qu'il est possible de bâtir un nouveau scénario avec les mêmes acteurs? On les a vu beaucoup d'autres dans tous les rôles. Ou bien avec d'autres. C'est aux Français de le dire, ce n'est pas mon affaire aujourd'hui. Première journée avec cette idée force du dialogue nécessaire, mais aussi première journée d'une visite avec le parcours obligé de ce genre d'exercice en province, usine, bain de foule, un peu de flonflon et des drapeaux agités par des enfants. Monsieur Mitterrand. Alors, vous êtes ici, là? Oui, depuis Glorieux. Très bien. Depuis 10 heures, on est là comme vous attend. Oui, mais avec le brouillard, on n'a pas pu prendre... L'un des moments saillants de ce voyage, c'est la rencontre de François Mitterrand et de Jacques Chaban-Delmas, une rencontre qui devait se dérouler dans la soirée, mais qui a été différée en raison du retard pris depuis le début de cette visite par François Mitterrand. Les deux hommes doivent se rencontrer d'un moment à l'autre. Nous y reviendrons dans le courant de ce journal si nous avons les premières images. Autre point fort de ce voyage de François Mitterrand dans le sud-ouest, la visite qu'il doit effectuer demain au Pays Basque français. Une visite délicate et très symbolique puisqu'elle intervient quelques jours seulement après la décision prise par le gouvernement français d'extrader des militants de l'ETA arrêtés en France et réclamés par l'Espagne. Si bien que ce soir, on peut dire sans risque de se tromper que les sympathisants des mouvements séparatistes basques tenteront de se manifester d'une façon ou d'une autre demain sur le parcours du président. D'ailleurs, ce matin, une balise de l'aéroport de Biarritz a été détruite par une explosion, un attentat revendiqué par le groupe clandestin Iparetarak. Patrice Pellet a voulu voir quel était aujourd'hui l'état d'esprit des Basques à la veille de l'arrivée de François Mitterrand. Mercredi 26 septembre. Sous bonne escorte, 7 militants basques espagnols quittent la prison de Fresnes.
4 seront expulsés au Togo, 3 seront extradés en Espagne. À Bayonne, depuis quelques jours, il est de plus en plus difficile de rencontrer des réfugiés basques espagnols. Ils se cachent pour plus de sécurité. Ils ne parlent qu'avec d'infinies précautions et jamais à visage découvert. La communauté de réfugiés basques estime que aujourd'hui, Mitterrand c'est un synonyme de la répression. Et nous pensons qu'aucun vrai démocrate ne peut accueillir avec les honneurs un président dit socialiste qui a bafoué un principe de la démocratie, le droit d'asile, dont il paraît les Français sont fiers. Autre problème, les indépendantistes français d'Héritage Aldéac. Ce parti regroupe en son sein le plus grand nombre de militants autonomistes. Préoccupation de ces dernières heures, la mobilisation en vue de manifester le jour de l'arrivée du président de la République à Bayonne. Nous voulons dénoncer une situation de colonisation du Pays Basque Nord. Colonisation tant d'un point de vue politique, économique, culturel. Situation qui actuellement est renforcée par une phase de répression. Dans ce contexte-là, la venue du chef de l'État français nous paraît une provocation. Assassinat, attentat, règlement de compte. Les Basques voudraient bien voir le calme revenir dans la région. Si une minorité continue à penser qu'on peut imposer des idées par la force, eh bien ce sera une catastrophe économique pour la région, donc pour le Pays Basque. Pas seulement pour les commerçants, pour l'ensemble du Pays Basque et pour l'ensemble des gens qui vivent dans ce pays. Le fait est là, la situation économique s'affaiblit progressivement. Les investissements diminuent et le tourisme recule. Le tourisme, une des plus importantes sources de revenus, surtout sur la côte basque, comme ici à Biarritz. Pour les professionnels, les événements politiques ont gâché non seulement l'été, mais aussi l'arrière-saison. Les commerçants, on a beaucoup souffert cet été. On n'a pas eu autant de monde que l'année dernière et tout, on a très mal travaillé. Le président rencontrera tous les élus locaux de toute tendance politique, dont Jean-Pierre Destrade, député socialiste. Les socialistes qui semblent aujourd'hui d'accord sur les extraditions. La grande majorité de la population a approuvé les décisions du gouvernement et les décisions récentes, notamment concernant les extraditions. Certes, une poignée infime de quelques extrémistes chercheront sans doute à perturber un tout petit peu cette visite, mais je suis sûr que la population, dans son immense majorité, répondra présente et saura situer où est le vrai problème. Sous un calme apparent, la situation reste tendue au Pays Basque. 2600 gendarmes, 1700 CRS, la sécurité rapprochée du président, rien n'a été négligé. Déjà la semaine dernière, le ministre de l'Intérieur en personne s'était déplacé à Bayonne pour préparer ce voyage. En politique toujours, la haute autorité a décidé que majorité et opposition disposeront d'un temps de parole d'un quart d'heure, à la même heure et dans les mêmes conditions que celles dont disposera le Premier ministre chaque mois sur TF1. Vous savez que cette chaîne a proposé à M. Fabius d'intervenir chaque mois après le journal de 20 heures. Cela dit, les problèmes ne sont pas réglés pour autant, puisqu'il reste maintenant à déterminer les modalités concrètes de ces interventions, et notamment la répartition du temps entre les partis politiques. Déjà des réactions d'ailleurs, d'abord celle de Bernard Sponge, le secrétaire général du RPR, qui déclare « J'ai appris avec stupeur la décision de la haute autorité. Au mépris de toute équité, la majorité et le gouvernement disposeront de 2 fois plus de temps de parole que toute l'opposition réunie. Le pluralisme n'est plus respecté. Les Français jugeront. » Poursuit M. Ponce. Et puis réaction également du Parti communiste qui dénonce la manœuvre inadmissible de la haute autorité qui vise, selon le PC, à l'exclusion de fait du Parti communiste français. Le PC qui va examiner immédiatement les moyens de recours contre cette décision qui, selon lui, prend le caractère d'une lamentable opération politicienne. Voilà donc pour ces réactions. Un nouveau policier a été tué la nuit dernière en tentant d'arrêter des voleurs de voitures près du quartier de la Défense dans les Hauts-de-Seine. Il tentait avec 2 autres policiers d'arrêter des voleurs de voitures. L'un des gangsters a été appréhendé un peu plus tard. Dominique Thiers. Vers 4h30 ce matin, Joseph Léon, un gardien de la paix âgé de 39 ans, a été tué ici, dans une rue de Puteaux. Il tentait avec 2 de ses collègues d'interpeller 2 individus suspects à proximité de cette voiture volée. Les individus circulaient à pied, ils se sont rendus vers une voiture là, qui est en stationnement. Lorsque les policiers ont voulu les interpeller,
Il y en a un qui a sorti une arme, il a tiré sur le policier qui a été tué et qui est venu mourir ici. À l'intérieur du véhicule, la police trouve une mitraillette. Les deux gangsters, fortement armés, tentent de s'enfuir tout en continuant de tirer. Alertés, une deuxième patrouille de police se lance à leur poursuite. L'un des deux malfaiteurs est arrêté. Il s'appelle Serge Lefebvre, il a 29 ans. En 1979, les tribunaux l'ont condamné à 8 ans de réclusion criminelle pour diverses agressions à main armée. Après 5 ans de prison, il bénéficie en mars dernier de sa première permission de sortie. Depuis, il était en cavale. Ce soir, Serge Lefebvre nie toujours être l'auteur du coup de feu mortel. L'autre malfaiteur court encore. Oui, depuis le début de l'année, 11 policiers ont été tués par des malfaiteurs ou par des forcenés. Les réactions des syndicats de police ont donc été très vives aujourd'hui, avec un ton toutefois très différent selon les organisations. L'émotion était d'ailleurs encore accentuée lorsque l'on a su que le meurtrier présumé du policier était un détenu en cavale après une permission. Marcel Tria. 11 exécutions capitales au coin d'une rue, au bord d'une route, en un an. On comprend la colère des policiers, on comprend qu'ils exigent des mesures draconiennes contre les assassins de policiers. Il faut qu'un assassin de ce type qui tue un policier, eh bien, subisse des peines qui soient réellement des peines, qui soient incompressibles, peine à perpétuité par exemple. Et qu'en ce qui concerne ceux qui portent des armes et qui tirent sur les policiers et qui portent atteinte à leur intégrité physique, eh bien qu'il n'y ait pas de possibilité de sortir. Des peines spécifiques, une meilleure formation des policiers, des moyens plus modernes. Les syndicats sont unanimes sur toutes ces exigences. Mais certains vont plus loin. L'Union des syndicats catégoriels, par exemple, qui compare les policiers en exercice à des veaux à l'abattoir et s'en prend à l'arrêt de la Cour de cassation qui vient de restreindre le droit au contrôle d'identité préventif. Chaque fois qu'un événement aussi grave intervient dans la police nationale, on en recherche les causes et éventuellement on se demande si les policiers ont vraiment eu les moyens de leur mission. Et aujourd'hui, en l'occurrence, on peut remarquer, si l'on s'appuie sur les décisions intervenues la semaine dernière en matière de contrôle d'identité, que les policiers n'avaient pas les moyens de leur mission cette nuit. Ce ne sont pourtant que les contrôles arbitraires pratiqués au hasard qui sont déclarés hors la loi depuis la semaine dernière. Cette nuit, à Puteaux, les policiers étaient au contraire fondés à intervenir comme ils l'ont fait, puisque les deux malfaiteurs avaient un comportement suspect et se dirigeaient vers une voiture volée. Comme toujours, au moment d'un tel drame, les passions haussent le ton. L'un des deux truands de Puteaux était un détenu en permission. Sans qu'on sache encore si c'est lui l'assassin, certains n'hésitent pas déjà à condamner une fois de plus la pratique des permissions de sortie. Les chiffres sont là pourtant. Le nombre des permissions a décru depuis 8 ans. Celui des permissionnaires en cavale a diminué des 2/3. Un seul d'entre eux, sur 13 000 permissionnaires, a tué l'an dernier. Mais combien, grâce à cette pratique, justement, ont pu sauver leur vie de famille, réussir leur réinsertion à la sortie, éviter de retomber dans la criminalité et de provoquer de nouveaux drames. Le métier de policier, l'un des plus dangereux. Les policiers le savent. Mais ils ne comprendraient pas que tout ne soit pas fait pour réduire autant que possible les risques d'un métier qui se mesure pour eux en vies humaines. Nuit bleue dans le sud de la France avec 6 attentats à Marseille et 4 à Toulon. Il n'y a ni victimes ni dégâts importants, mais une signature, celle de l'ex-FLNC, le Front de Libération Nationale Corse. Claude Crespo. Comme à Lyon, au début de ce mois, les cibles visées étaient soit des banques, soit des édifices publics. À Marseille, les 6 bombes avaient été placées dans un périmètre assez restreint, en plein centre de la ville, sur l'axe avenue du Prado et la partie haute de la Canebière. 2 autres charges inopérantes, celles-ci, ont été récupérées devant d'autres établissements bancaires. Comme à Lyon, les charges étaient composées de pannes plastiques. Pas de victimes, vu l'heure tardive entre 2h et 2h30, mais pas mal de dégâts dans les bâtiments touchés ainsi que dans les immeubles contigus. Simultanément, l'ex-FLNC s'est aussi manifesté à Toulon, dans le Var. 4 bombes dirigées contre le palais de justice et 3 banques. Une 5e découverte à temps n'a pas explosé. Pour l'organisation terroriste, c'est un nouvel épisode de la lutte pour le statut politique de ces militants incarcérés à Lyon. Je vous le laissais entendre dès hier soir, la hausse des prix était de 0,5% au mois de septembre. Un résultat sans doute provisoire, mais qui, s'il se confirme, démontre que la lutte contre l'inflation commence à porter ses fruits dans notre pays, même si la différence est toujours aussi marquée entre la France et ses voisins. Christian-Marie Mouneau. Pour septembre, les prix de détail ont donc augmenté d'1 demi-point. Depuis le début de l'année, l'inflation en France est de 5,3%. Un chiffre provisoire mais qui indique un certain recul de l'inflation. Et cela malgré l'achat de pétrole et la hausse du dollar.
Pour les 12 derniers mois, l'inflation est donc supérieure à 7%. Mais comparons avec notre principal partenaire, l'Allemagne fédérale. Il connaît une hausse des prix inférieure à 2%. La différence est de 5 points. À terme, cela peut être considéré comme une menace pour le franc. Si l'on compare avec d'autres pays industrialisés, l'OCDE annonce que l'inflation est en moyenne sur un an pour nos partenaires de 5,2%. La France a encore une inflation trop forte. La barre des 5% annuels, qui était l'objectif de Jacques Delors, a donc été franchie en septembre. Le nouvel objectif, 84, de M. Bergovoy, est de ne pas dépasser 6,7% pour 84, un pari difficile à tenir. Un autre chiffre à retenir ce soir, celui du dollar, qui était en hausse de près de 4 centimes. Il cotait aujourd'hui un peu plus de 9,53 francs à Paris. La hausse du dollar pèse, vous l'imaginez elle aussi, sur l'indice des prix. Pour la première fois depuis sa disparition, Jacques Abouchar est apparu en public à Kaboul. Il a été présenté par les autorités aux journalistes, par les autorités afghanes qui sont en poste, donc aux journalistes qui sont en poste dans la capitale, Kaboul. Jacques est apparu en bonne condition physique et morale. Il n'y avait pas trace de sa blessure, d'après ce qu'a pu remarquer le médecin de l'ambassade de France qui n'a pu toutefois s'entretenir avec lui. Nous savons donc ce soir que Jacques est en bonne santé et c'est pour nous une nouvelle très réconfortante. C'est en effet la première fois que nous disposons d'informations directes sur son état depuis son arrestation le 17 septembre dernier. Il y a en effet aujourd'hui 24 jours que notre ami Abouchar a été capturé par les forces soviéto-afghanes alors qu'il faisait son métier de journaliste. Voilà donc pour la bonne nouvelle, ou du moins une nouvelle rassurante, mais il y a aussi de mauvaises nouvelles. Le gouvernement afghan a en effet décidé de juger Jacques Abouchar pour violation de frontières. D'après Moscou, Jacques comparaîtra devant le tribunal pour avoir commis des actions illégales et des provocations contre l'Afghanistan. Et toujours d'après Moscou, il aurait reconnu ses chefs d'accusation. Une information qui mérite bien sûr la plus grande prudence. Par ailleurs, le sort de Jacques Abouchar continue de susciter des réactions dans le monde entier. Aujourd'hui, par exemple, le Parlement européen a condamné la détention de Jacques. C'est à la quasi-unanimité que le Parlement européen a condamné ce matin la détention de Jacques Abouchar en Afghanistan. Une résolution proposée par Dominique Baudis, maire de Toulouse, ancien journaliste de télévision. Je crois que notre devoir est de nous élever avec fermeté et solennité pour exiger que soit mis fin à cette prise d'otage. C'est le sens de la résolution déposée par un grand nombre d'entre nous. Dans le même temps, à Paris, 3 membres du comité pour la libération de Jacques Abouchar étaient reçus à leur demande par le chargé d'affaires afghan. Mais aucune information nouvelle ne leur a été réellement fournie. D'abord, la nouvelle qui est importante, selon lui, Jacques Abouchar est en bonne santé et bien traité. Premier point. Second point, il ne lui paraît pas absolument exclu, je crois que c'est la formule exacte, que le droit de visite soit accordé. Il ne lui paraît pas absolument exclu. Troisième point, Jacques Abouchar serait donc en infraction, ce que vous savez déjà, pour avoir franchi la frontière sans visa et en compagnie de bandits armés, entre guillemets. Donc il y a instruction. La justice afghane, nous a dit monsieur le chargé d'affaires, est une justice moderne. Cette instruction se poursuit dans les conditions normales de l'instruction. Il ne peut pas, évidemment, dire s'il y aura procès, s'il n'y aura pas procès. Voilà. Giraud, est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la réponse qu'il vous a faite quand vous lui avez demandé si Jacques Abouchar allait être libéré? Je ne pourrais pas vous dire les termes exacts, mais vous m'avez... Libération rapide impossible. Libération, ah oui, libération rapide impossible. Il faut le laisser l'instruction se dérouler. Oui, je dois aussi préciser que le comité Abouchar a jugé insuffisante la réponse du chargé d'affaires afghan. Il refuse qu'un procès soit fait à un journaliste dans l'exercice de sa fonction. Pour cette raison, il appelle les journalistes et toutes les personnes qui se sentent concernées par le droit de l'information à manifester jeudi prochain, le 18 octobre, en participant à une marche allant de l'ambassade d'Afghanistan jusqu'à l'ambassade soviétique à Paris. Je vous rappelle les adresses des 2 ambassades. L'ambassade d'Afghanistan est au 32 avenue Raphaël, dans le 16e arrondissement. Quant à l'ambassade d'Union soviétique, elle est au 40 boulevard Lannes, toujours dans le 16e arrondissement. Le rassemblement est prévu à 12h30.
La suite de l'information maintenant avec une prise de position remarquée du Comité national d'éthique sur un sujet extrêmement délicat, celui des essais médicaux pratiqués sur l'homme. Le Comité national d'éthique estime que ces essais doivent être réglementés de façon très précise pour éviter tout abus. Un sujet en apparence compliqué, mais qui recouvre une réalité très immédiate et qui nous concerne tous. Les explications de Martine Alain Regnault. Ce document Super 8 amateur a été pris voici 20 ans par un chercheur français devenu célèbre, Jean Dossé. C'est en effet grâce à des greffes de peau faites à l'époque semi-clandestinement sur des familles de volontaires sains qu'il a pu découvrir les groupes sanguins tissulaires dont le respect est indispensable pour éviter le rejet des greffes d'organes. Cette opération qui était faite effectivement dans mon bureau, parce qu'il n'y avait pas d'autres possibilités à ce moment-là, mais dans des conditions d'asepsie et de chirurgicale absolument parfaites. C'est tout de même de l'expérimentation humaine. Alors c'est de l'expérimentation humaine, mais naturellement on ne peut pas les étudier sur les animaux, il faut faire sur l'homme. En 1980, Jean Dossé reçoit le prix Nobel, démontrant que l'expérimentation humaine, quand elle est bien conduite, est indispensable au progrès médical. De fait, que ce soit la classique aspirine utilisée depuis plus de 50 ans, que ce soit la fabrication spectaculaire de bébés en éprouvette, que ce soit encore le percement d'un œsophage au laser, ou encore la mise au point d'un nouveau vaccin contre l'hépatite, ou enfin une nouvelle façon d'administrer un médicament anticancéreux, il y a toujours un moment où, après avoir vérifié chez l'animal que le médicament ou la technique sont bien tolérés et efficaces, il faut se résoudre à les essayer pour la première fois chez l'homme, mais pas n'importe comment. En retard sur bien des pays étrangers, la France s'est dotée en décembre dernier d'un comité national d'éthique et c'est celui-ci qui aujourd'hui rend publiquement son avis. Selon lui, c'est un devoir d'essayer chez l'homme de nouvelles thérapeutiques, mais dans des conditions très strictes. Le comité d'éthique recommande un certain nombre de mesures destinées à protéger les malades soumis aux essais et à les éclairer. Mais la grande nouveauté pour notre pays, c'est de recommander le recours aux volontaires sains pour essayer de nouveaux traitements dont une loi devrait définir les conditions. Quelles sont ces conditions? Premièrement, le vrai volontariat, c'est-à-dire ni prisonnier, ni étudiant en mal d'examen, ni subordonné d'une façon ou d'une autre. 2, le volontaire doit être instruit. Nous avons le souvenir de ce qui s'est passé dans les études de Jean Dossé et de ces volontaires qu'il a instruits, ces donneurs de sang qui voulaient aussi donner leur peau et qui après, cours du soir, ont fini par être incorporés dans l'équipe. Enfin, ils doivent être désintéressés et comme les donneurs de sang, être indemnisés mais non rétribués. Bien entendu, des assurances devront être préparées pour le cas où un incident surviendrait. Ça, c'est la première grande réforme que nous proposons. Grâce à ces mesures, le comité d'éthique espère encourager la recherche clinique. Il compte en tout cas éviter à l'avenir certains abus du passé sans freiner le progrès médical. Une bien sinistre découverte que celle qui a été faite ces derniers jours dans une maison de Mauvière dans l'Indre. Les gendarmes ont en effet découvert 2 cadavres, 2 corps qui avaient été enterrés dans la cave. La police pense qu'un 3e corps pourrait avoir été enfoui là. Emmanuel Vanier. Dans la cave de cette ferme inoccupée, les cadavres de 2 jeunes filles. Le propriétaire de la ferme, un marin-pêcheur de 30 ans. Début octobre, il avouait avoir violé puis poignardé une jeune autostoppeuse de 19 ans. Il affirmait avoir jeté le cadavre dans la Loire. Mais en perquisitionnant dans sa propriété de Mauvière, où il avait été justement aperçu le jour du meurtre, les policiers découvraient mardi un 1er corps enterré dans la cave. Il pourrait s'agir de la jeune autostoppeuse disparue. En cherchant des indices, notamment les vêtements de la jeune fille, les policiers exhumaient hier un 2e cadavre, enterré lui aussi dans la cave, mais cette fois sans doute depuis plusieurs mois. Dans la région, 3 jeunes filles avaient disparu depuis 1 an et demi dans des circonstances semblables. Les cadavres retrouvés pourraient être ceux de 2 d'entre elles. Les policiers ont donc fouillé toute la ferme, ses dépendances et sondé un puits pour tenter de retrouver un 3e corps. Les recherches n'ont rien donné, elles ont été abandonnées ce matin. Avec vous maintenant, Paul Lefebvre, le compte-rendu du procès de Daniel Guimpier devant les assises de Créteil. Guimpier, c'est cet homme qui torturait, qui violait ses victimes il y a 5 ans. Il repassait en procès donc devant les assises de Créteil. Eh bien, les jurés de Créteil délibèrent pour l'instant. Guimpier, dans une petite salle anonyme entre deux gardes, attend. Il sait déjà que, de toute manière, la route de la solitude et de la sanction sera longue. L'avocat général Brosse, large, lent, calme, a créé la surprise tout à l'heure en requérant 20 ans de réclusion criminelle. L'année dernière, lors du dernier procès, dont la
procédure a été annulée par la Cour de cassation, un autre avocat général avait requis la perpétuité et les jurés l'avaient suivi. Aujourd'hui, M. Brosse a baissé la barre d'un cran, c'est son droit et sa responsabilité de magistrat. Pourquoi aucun des experts, a-t-il dit, n'a pu vous affirmer que Guimpier était totalement responsable? Alors, en conscience, je tiens compte de cette marge de doute. Doute, moi je n'y crois pas, avait lancé l'un des avocats des victimes, Henri-René Garot. La justice n'est pas Ponce Pilate, elle ne doit pas se retrancher derrière les hésitations de la médecine, il faut juger, choisir, trancher. Guimpier est-il un être irresponsable? Autre question, est-il important que l'on s'arrête à ce doute? Ah oui, affirme François Scotta, avocat de Guimpier, oui, car ce doute est justement toute la justice dans ce procès. Le procès de l'ambiguïté, ajoutera maître Jean-Louis Pelletier, ambiguïté car personne aujourd'hui ne peut dire que l'homme qui a agi est le même que celui que vous jugez. Et l'être qui est devant vous aujourd'hui a le droit à une autre chance, ne serait-ce que pour guérir. Verdict dans 1 heure ou 2. Oui, il faut se souvenir que l'une des victimes de Guimpier est morte. C'est presque la routine sur Challenger, la preuve que l'on s'habitue à tout. Aujourd'hui, 2 astronautes, dont une astronaute, sont sortis dans l'espace. Des images commentées par Guy Schwartz. Avec seulement quelques minutes de retard sur l'horaire prévu, David Litzma est sorti cet après-midi saluer les terriens. Mais son véritable objectif était tout autre. Il s'agissait pour lui de s'entraîner au maniement d'outils destinés au ravitaillement de satellites dans l'espace. Pour cette opération, il s'est fait aider par sa petite camarade Catherine Sullivan, qui est devenue du même coup la première astronaute occidentale à s'aventurer en dehors d'un engin spatial. Cependant, elle ne fait que suivre 3 mois après l'exemple de la soviétique Svetlana Savitskaya, qui a travaillé à l'extérieur de la station Salyut 7 pendant 3h30 le 25 juillet dernier. Une fois rentrés dans la navette, ce qui devrait être effectif dans les minutes qui viennent, les 2 astronautes poursuivront leur programme, en attendant avec leurs camarades restés à bord, le retour sur Terre samedi prochain. Il s'appelle Jaroslav Seifert, il est tchécoslovaque et il vient de recevoir le prix Nobel de littérature. Il est considéré comme l'un des grands poètes nationaux tchèques. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'est pas très connu en France, puisqu'un seul de ses livres a été traduit dans notre langue, un recueil de poèmes intitulé « Les sonnets de Prague ». Le jury du prix Nobel a donc choisi une fois encore de récompenser un auteur, aussi bien pour son œuvre que pour sa lutte pour la liberté d'expression. Pavel Tigrid nous explique ce que représente le nouveau prix Nobel en Tchécoslovaquie. Seifert, c'est un grand poète national, mais aussi un dissident, si vous voulez, comme citoyen. Le prix Nobel, ça pose un problème pour le régime à Prague, pour la simple raison, c'est un grand poète, il a 83 ans, mais aussi il a signé la fameuse Charte 77. C'est un homme qui était silencieux pendant 10 ans comme poète, comme écrivain. Nous avons, nous émigrés, publié ses œuvres pendant 10 ans à l'Ouest, aussi traduit. Nous nous réjouissons évidemment de ce prix, c'est un grand honneur, mais nous disons aussi, voilà, la liberté de temps en temps gagne. Pavel Tigrid, qui est donc un écrivain tchécoslovaque réfugié en France. Les résultats du quartet, maintenant, vous ne les verrez pas sur votre écran, mais c'est bien l'As, le 12, le 10 et le 9. L'As, le 12, le 10 et le 9. Les rapports sont de 444 629 francs dans l'ordre et 12 693 francs dans un ordre différent, dans les 2 cas, pour 5 francs. La météo, maintenant, avec Alain Gillot-Pétré. Et un anticyclone qui est un peu dans le brouillard. Le problème, c'est que nous aussi, regardez la photo satellite de cet après-midi, il y avait encore beaucoup de brouillard qui persistait, notamment dans le centre. Cela est dû aussi à ce front froid très peu actif qui a commencé à traverser le pays, qui va se désagréger demain. Il y avait toujours ce tourbillon de nuages sur la Corse et le sud-est. L'anticyclone est toujours là. Attention demain matin aux brumes et aux brouillards, surtout si vous conduisez. Regardez la carte. En toute région, vous aurez des nuages bas, des brumes et surtout des brouillards. De la Manche du nord au nord-est, nord de la Seine, donc, du sud-ouest au centre et aux Alpes, brouillard très épais, souvent, dans certaines vallées, souvent très lent à se dissiper et qui pourrait durer dans l'après-midi. Ailleurs, ce sera de la brume ou du nuage bas. L'après-midi, à l'exception du pourtour méditerranéen où il y aura encore des averses localement orageuses en Corse et quelques petites éclaircies, ce sera donc dans l'ensemble du beau temps, sauf peut-être de la Normandie au Jura où les passages nuageux seront plus abondants. Mais en fin de journée, on peut penser que le soleil, comme aujourd'hui, sera partout présent, à l'exception donc du pourtour méditerranéen. Le baromètre est en baisse, le thermomètre est encore en hausse. Et oui,
Ça n'en finit plus. On va retourner à l'été, hein, de 17 à 19 degrés sur la moitié nord, et attendez donc, de 20 à 24 degrés sur la moitié sud, 24 à Biarritz, 24 à Nîmes, 24 à Marseille, ça méritait d'être souligné. Demain, ce sera le vendredi 12 octobre, nous aurons 4 minutes de soleil en moins, c'est pas de chance. Levé 7h06, couché 18h07, et bonne fête à tous les Wilfried. Et le dernier journal sera présenté par Jacques Segui aux environs de 23h30. Jacques Segui qui reviendra en détail sur l'affaire Abouchar avec des responsables du comité Abouchar. Demain 12h45, antenne de midi, 18h30 c'est la vie. Bonsoir, à demain 20h.